Salut les sportifs connectés, je vous retrouve pour un épisode du podcast et puis comme à notre habitude, une fois sur deux, on enregistre avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, je me suis rendu chez lui, il a vraiment plusieurs casquettes, il est entraîneur de course à pied, mais il est aussi réalisateur de cinéma. Il y a probablement quelques auditeurs du podcast qui ont vu le film Free to Run, qui retrace un petit peu l'histoire de la course à pied et surtout l'avènement de la course à pied comme sport populaire. Et puis, on fait aussi là-dedans l'introduction de l'ouverture de ces courses pour les femmes. Et d'autres reportages aussi au cinéma dans le milieu sportif. Il est historien et en particulier historien du sport. Et puis, il est lui-même athlète de haut niveau. Enfin bref, c'est une référence de la course à pied dans le monde de la course en Suisse romande. Il est d'ailleurs consultant aussi pour notre chaîne de télévision nationale pour toutes les questions d'athlétisme. C'est Pierre Morat. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Et puis, pour questionner Pierre et puis pour lui poser toutes les questions que pourraient avoir nos auditeurs, eh bien, je ne suis pas seul et, comme d'habitude, accompagné par mon compère Hermano. Salut Hermano. Salut Greg, salut Pierre, bonjour à tous. Alors, on a suivi les retours qu'on a eus par rapport au podcast et puis par rapport aux questions qui ont été posées par nos auditeurs à travers toute cette première saison. Cet épisode qui vient à la fin de cette première saison, donc on peut vraiment exploiter un petit peu les retours qu'on a eus de nos auditeurs. Et une question qui revenait très souvent, c'était de démystifier un petit peu l'entraînement du trail et de la course trail, et on a pas mal de coureurs débutants ou en tout cas qui s'intéressent au trail mais qui ont un petit peu cette idée d'un trail mystique, d'un trail pas forcément super facilement accessible. Et aujourd'hui l'idée c'est d'utiliser l'expérience de Pierre dans l'entraînement de course à pied pour un petit peu nous expliquer, nous éclairer quelles sont les différences fondamentales entre l'entraînement de course à pied et l'entraînement proprement dit pour le trail. Donc première question peut-être Pierre, est-ce que toi tu as des athlètes qui sont spécifiquement axés sur le trail que toi tu entraînes ? Alors beaucoup d'athlètes ou de sportifs, de coureurs populaires, je vais dire, parce que moi j'ai à la fois la casquette d'entraîneur d'athlètes de haut niveau à l'âge adulte, mais plutôt des marathoniens ou des coureurs sur route ou des coureurs sur piste. Et puis, à côté de ça, je m'occupe de groupes de jeunes athlètes espoirs de la piste, mais je m'occupe aussi de beaucoup de coureurs populaires depuis plus de 10 ans maintenant. Chaque année, j'en suis un grand nombre, et là, ça peut être sur tout type de distance, dont des trails et des ultra-trails. D'accord. Et puis, alors je ne sais pas si Hermano, toi tu as déjà une question par rapport à ce type d'entraînement, avant qu'on entre directement dans le vif du sujet, de savoir quelle est la composante principale d'un entraînement pour un trailer. Ouais, moi j'ai déjà une question Pierre, je voudrais réagir. Tu dis que tu entraînes aussi bien des adultes que des jeunes espoirs. Est-ce qu'on entraîne de la même manière des jeunes et des moins jeunes ? Non, de la même manière qu'on n'entraîne pas de la même manière quelque part des athlètes de haut niveau déjà préparés et des populaires, on n'entraîne pas de la même manière des jeunes et des moins jeunes. Non, ça c'est sûr qu'il y a des prévisions à long terme, parce que des jeunes, moi j'entraîne des jeunes qui visent un jour les Jeux Olympiques, ou en tout cas un niveau international, et l'idée quand ils ont 15 ou 16, 17 ans, c'est pas de se projeter dans le présent ou dans le temps court, c'est de se projeter finalement dans leur pic de carrière, qui se situe plutôt à l'âge de 24-25 ans. Et ça c'est valable pour tout le monde. Et c'est peut-être un point commun, une réponse, enfin une contre-réponse à ta question. Ce qui est très important quand on envisage une performance, quel que soit son terme, c'est de l'intégrer dans une réflexion autour de la progression de la charge. Parce que ce qui génère des blessures, c'est pas un mauvais matériel ou une chose comme ça, fondamentalement. Ce qui génère des blessures, c'est une augmentation de la charge d'entraînement qui est trop subie, ou qui correspond à des moments où le corps, la tête ou plein d'éléments sont pas réceptifs et paf, ça génère la blessure. Donc pour des jeunes, ce qui est très important, c'est de penser aussi cette augmentation de la charge afin finalement de préparer son corps. On parle beaucoup de Julien Vanders en Suisse romande, mais aussi en France, qui est aujourd'hui un peu un modèle. Mais Julien est passé par des phases très très difficiles d'adaptation de cette nouvelle charge qu'il a dû encaisser
quand il a déménagé au Kenya, et il a fallu 2-3 ans pour que, tant au niveau blessure qu'au niveau récupération au sens large, il puisse adapter son entraînement, enfin que son corps puisse s'adapter à son entraînement jusqu'à produire des performances et surtout une continuité de performance alors même qu'il fait des charges colossales aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de se dire on va s'entraîner tout de suite beaucoup, ça c'est très très dangereux et ça l'est encore plus pour les jeunes. Ah, merci d'une telle réponse. Pas uniquement pour la différence entre les jeunes et les moins jeunes, mais aussi pour rappeler encore à nos auditeurs, et je pense qu'il faut le dire de plus en plus souvent, que c'est pas en s'entraînant beaucoup, vite, fort, qu'on va progresser, peut-être à très très court terme, mais la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est à se blesser. Ouais, alors ça, c'est clair qu'on parle de charge, mais aussi on parle, alors on aura peut-être l'occasion d'en parler pendant ce moment ensemble, mais ce qui est très très important, et on le voit en analysant l'entraînement des très grands, des plus grands aujourd'hui. Je parle de Kipchoge, je parle des frères Ingebrigtsen pour la piste, je parle d'autres personnes, pas forcément de Julien Wanders que je viens d'évoquer, mais il y a une chose qui est absolument fondamentale, c'est savoir s'entraîner lentement, d'une part, et savoir s'entraîner en contrôlant même dans ses intensités, le niveau de ses intensités. Je vais vous donner juste un exemple, qui est quelque chose d'affirmer et de réel. Eliud Kipchoge, qui court un marathon à la vitesse de 21 km/h, court tous les matins en footing à 11-12 km/h, 50 minutes. Ça veut dire que ramener à un populaire, même un populaire qui fait 3h30 au marathon, c'est des vitesses de 8-9 km/h. Qui sait courir à 8-9 km/h aujourd'hui, en tout cas une fois par semaine, pour métaboliser les graisses, pour récupérer et pour construire un véritable fond d'endurance? Peu de personnes. C'est simplement un message que j'essaie toujours de faire passer parce que je vois les résultats. Je vois le résultat avec mes jeunes, j'ai vu les résultats avec d'autres personnes. Dès lors qu'on a travaillé véritablement un vrai fond, eh ben on a réussi des résultats, on a eu des résultats exceptionnels. Alors Hermano, on ne pourra pas nous dire que nous, on n'essaye pas d'évangéliser les auditeurs avec cette question-là, parce qu'on a déjà eu d'autres invités avec qui on a discuté de ce genre de choses, et vraiment, on a déjà essayé de faire passer ce message plusieurs fois avec plusieurs invités différents, vraiment s'entraîner lentement et s'entraîner longtemps et lentement pour courir plus vite. Mais voilà, c'était le message qu'on a fait passer, je crois, dès le 2e épisode de cette première saison de notre podcast. Effectivement. Du coup, je te redonne le micro, Greg, pour pouvoir poser toutes tes questions à Pierre, et notamment sur le trail. Oui, alors Pierre, lors d'un entraînement de trail, par exemple, prenons l'exemple d'un coureur populaire qui a déjà de l'expérience sur la route, qui n'est pas un coureur extraordinaire, mais qui peut-être a déjà accompli un marathon, donc a déjà suivi un entraînement marathon, et puis désire se mettre maintenant sur le trail. Donc il vise un trail de 50 km, ce qui est proche de la distance de son marathon qu'il a déjà effectué. Qu'est-ce qu'il va devoir changer prioritairement et principalement dans sa préparation pour pouvoir affronter son trail par rapport à son expérience sur marathon? Alors, en admettant que ce coureur ait déjà effectivement de l'expérience, qu'il s'entraîne correctement et qu'il ait vu une progression sur distance sur route, finalement, c'est qu'une question de bon sens, d'un peu de recul. Qu'est-ce qui différencie principalement le trail du marathon ou d'un marathon? C'est le terrain, d'une part, et c'est le dénivelé. Dénivelé négatif, dénivelé positif. Donc, à partir de ce constat qui est central, qu'est-ce qu'on va faire de cela et qu'est-ce que ça va impliquer sur un plan métabolique et donc sur un plan de préparation afin d'être prêt? Être prêt, ça veut dire deux choses. Être prêt, ça veut dire d'une part proposer à son corps quelque chose qui n'est pas une inconnue. C'est-à-dire, si on s'entraîne que sur route et que sur plat et qu'on va faire un trail, le corps va se sentir agressé, va être désorienté dans la mesure où on lui aura jamais fait goûter quelque part quelque chose que dans le cadre de la compétition, on lui impose d'un coup. Donc ça, c'est une première chose, s'habituer aux conditions de la compétition. Et finalement, l'entraînement au sens large, c'est ça. Il y a deux grandes parties dans un entraînement pour une préparation, pour préparer une distance quelle qu'elle soit. Il y a une partie qu'on pourrait appeler une partie de condition physique au sens large,
qui sert à développer les qualités métaboliques dont a besoin un coureur. N'importe quel coureur. Donc c'est la VO2 max, essayer de l'affiner, de l'améliorer, qui est la cylindrée du coureur. C'est sa base d'endurance qui va lui permettre de courir longtemps, et c'est peut-être son seuil anaérobie qui va lui permettre aussi de courir à un certain niveau de vitesse longtemps. C'est aussi tout le travail de renforcement musculaire et de technique qui va lui permettre d'optimiser un peu son coût énergétique, c'est-à-dire l'énergie qu'il dépense à chaque foulée, à chaque kilomètre, etc. Ça, c'est commun à tous les coureurs. Qu'on fasse du trail, qu'on fasse de la route, qu'on fasse de la piste, qu'on fasse du 1500 mètres, qu'on fasse du semi-marathon ou qu'on fasse de l'ultra-trail, quelque part, ces qualités sont les qualités fondamentales, même au-delà des coureurs dont a besoin un sportif d'endurance. Véritablement. Ça fait partie de la condition physique. Et quand on attaque une préparation, quelle qu'elle soit, pour un objectif, que ce soit du trail ou du marathon, on doit passer par cette phase de remise à niveau de ces éléments, et d'une personne à l'autre, si on a fait un test d'effort ou qu'on se connaît bien, on sait que finalement, on n'est pas tous égaux. Certains ont une grosse cylindrée de moteur, mais s'épuisent assez vite. Ils manquent d'endurance. D'autres ont de la peine à métaboliser les graisses sur les longues distances, donc ils vont devoir travailler effectivement très longtemps pour apprendre leur corps à utiliser plus de sucre, plus de graisse et moins de sucre. Bref, c'est aussi personnaliser ce rapport entre les différentes forces et valeurs métaboliques. Et il faut réussir à avoir, au moment où on attaque la deuxième phase, qui est la phase de préparation spécifique, où là on pense distance, terrain, dénivelé, on doit avoir mise à niveau, remise à niveau cette force-là. C'est un peu comme la base de la pyramide, le sommet de la pyramide étant effectivement l'objectif, le jour J, et tout ce qui nous rapproche de la pyramide étant la phase de plus en plus spécifique qui va nous rapprocher de l'effort qu'on va produire pour la compétition. Alors pour le trail, finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement la phase spécifique, elle va être liée au travail spécifique sur les terrains de trail, sur les dénivelés de trail et quelque part aussi sur les durées auxquelles on va être confronté par rapport à notre trail. Donc je dirais que pour le trail, ce qui différencie principalement notre coureur, ça va être de savoir comment il va intégrer le travail concentrique et excentrique. Donc on va essayer de vulgariser ces deux termes. Le concentrique, c'est quand on monte, donc c'est quand on est en phase de poussée. Et l'excentrique, c'est quand on descend, c'est quand on est en phase de retenue finalement, où on retient au niveau on est dans la phase où finalement on doit amortir, c'est ça, je cherchais le terme, amortir la foulée pour repartir. Et on sait très bien, pour tous ceux qui ont fait ne serait-ce que de la marche en montagne, on sait très bien que ce qui génère des courbatures et qui génère le plus de fatigue, c'est plus les descentes que les montées. Parce que l'excentrique casse de la fibre, casse du muscle et génère effectivement des micro-déchirures dans les muscles, et c'est ce qui est très compliqué. Donc le trailer, il va devoir travailler ces deux forces individuellement, mais il va aussi devoir travailler ces deux forces en enchaînement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, et c'est souvent l'erreur que fait le trailer ou le néophyte dans le trail, de pouvoir être très très fort en montée, parce que si on est très très fort en montée, qu'on est épuisé en haut de la montée, mais qu'on est très 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 faible en descente, eh ben la première descente, déjà, on va perdre beaucoup de temps, mais surtout, on va être très très entamé pour entamer justement la montée suivante. Et le trail, on le sait que c'est une succession de montées, de descentes, de plats, et des éléments parfois très très techniques. Donc ça, c'est véritablement la première chose. Comment on aborde les montées et les descentes séparément, et comment on aborde les deux enchaînés. Ça, c'est véritablement, si je suis général, la clé du trailer. Et on sait très bien que les grands trailers aujourd'hui, l'entraînement du trail, la méthodologie d'entraînement du trail a beaucoup évolué ces dernières années, étant donné que c'est devenu une discipline de plus en plus performante, en particulier chez les grands trailers. Et on sait très bien que ces grands trailers, de plus en plus, travaillent spécifiquement en descente, en alignant des descentes rapides, en alignant des montées et descentes, etc. Donc voilà. Donc ça va être une clé très très importante générale. Mais ce qui est très important aussi, et de manière plus spécifique que sur le plat et sur la route, forcément, quand on parle de force concentrique, force excentrique, de montée et de descente, c'est le travail de force. Comment on va aborder le trail en faisant du renforcement musculaire? Je pense que par rapport à un marathonien, la
qualité de foulée sera moins importante quand on fait du trail, très généralement. Par contre, la puissance, la force, le coût énergétique qu'on utilise en termes de force dans sa foulée sera très important. Donc un travail de proprioception d'une part, pour éviter autant que faire se peut tout ce qui est cheville, tordu, etc. sur des terrains qui sont mal plats, comme on dit en Suisse. Et parallèlement, un travail de force, justement, pour renforcer son muscle dans les efforts en montée, dans les efforts en descente, pour lui donner plus d'endurance et pour simplement miser plus sur ses qualités purement musculaires, sera aussi, à mon avis, conseillé pour celui qui veut passer de la route au trail. Donc ça, c'était une réponse exhaustive, complète, mais par contre qui contient toutes les informations dont le trailer a besoin. Maintenant, si on reprend un petit peu chacune de ces étapes et puis qu'on prend un exemple concret dans l'entraînement. Donc, tu l'as dit au début, le tronc commun de la base de l'entraînement du trail, c'est un entraînement d'endurance fondamental. Et puis, en tout début d'épisode, on en parlait de l'entraînement très lent pour favoriser ces filières énergétiques où on brûle principalement des lipides. Donc ça, on en a déjà parlé aussi dans les épisodes précédents de ces filières énergétiques. Donc ça, notre coureur fictif, c'est le tronc commun, ça. Voilà, celui qui a déjà effectué un marathon, en fait, il le connaît déjà, il l'a déjà fait, donc il peut capitaliser sur cet entraînement qu'il a sur la route pour sa future expérience de trail. Maintenant, tu nous as parlé de renforcement, d'exercices et d'entraînement spécifiques où il s'agit d'approprier un petit peu ce terrain, ce dénivelé, cette course à pied qui est plus sur une surface tout à fait régulière, mais sur du chemin, du pierrier, etc. Et là maintenant, concrètement, la seule solution, c'est d'aller s'entraîner en montagne alors ? Alors, pas seulement. Je pense que déjà, dans la phase de préparation générale, on peut intégrer déjà cette vision du trail. C'est-à-dire que quand on fait des intervalles, tout le monde parle du 30-30 ou des intervalles dits de VMA, c'est la terminologie francophone, on va dire, donc des entraînements qui nous amènent à la consommation maximale d'oxygène en fin de protocole, la VO2 max, et qui correspond à une vitesse qu'on appelle la vitesse maximale aérobie ou puissance maximale aérobie, la VMA. On pourrait très bien, plutôt que de les faire sur le plat, les faire soit en montée-descente. C'est-à-dire que l'idée, plutôt que de faire 10 fois 1 minute vite avec 30 secondes de récup, on pourrait très bien se dire on prend une longue montée type col et on fait 10 fois 1 minute en côte et on fait la récup en descente. On remonte 1 minute, on fait la récup en descente. Déjà, c'est une manière d'intégrer ce double aspect concentrique-excentrique et surtout, c'est une manière de travailler la force en même temps que la VO2 max. Ce qu'on peut faire aussi, dans le même ordre d'idée, c'est de faire des intervalles entiers en montée-descente. C'est-à-dire qu'on prend une côte d'à peu près 200 mètres, on part de la face plate, on se dit qu'on part sur 10 fois 1 minute, on fait 35 secondes en montée, on fait demi-tour et on descend, on finit la minute rapide, toujours en gardant une vitesse importante sur la deuxième partie de la minute entre 35 secondes et 1 minute. Et la récupération, on la fait tranquillement à plat. Donc là, on intègre déjà dans l'intensité la montée et la descente et en même temps, on va travailler la VO2 max. Pareil pour tout ce qui est travail de seuil anaérobie, donc l'endurance active à une vitesse plus rapide que le footing de base. Plutôt que de le faire à plat, on peut aussi se dire, alors bien sûr, il faut avoir ça à disposition ou le faire sur un tapis roulant. Quand on est à Paris, c'est pas forcément simple de trouver un col. On peut aussi se dire que les 5 fois 5 minutes à vitesse ou à pulsation cardiaque liée au seuil, à la zone du seuil anaérobie, ou les 3 fois 4 fois 10 minutes, on va les faire en montée. Ça, c'est possible. En descente, ce sera plus compliqué parce que pour faire monter les pulses, il faudra quand même aller très très vite. Autant c'est possible dans la VMA, autant c'est plus compliqué pour le seuil anaérobie. Donc ça, c'est pour la phase de départ. Et on n'est pas forcément obligé de le faire sur des terrains, des chemins, etc. On peut le faire d'abord sur route, etc. Mais pour s'habituer au dénivelé. Et après, dans un deuxième temps, si on peut le faire, effectivement, il faudra plutôt le faire, tous les entraînements spécifiques, il faudra plutôt les faire sur des terrains le plus proche possible de ceux de la compétition. Moi, personnellement, dans la dernière phase, qui correspond peut-être la phase la plus ultime de la préparation pour un trail de 50 km, vu qu'on parle d'un trail de 50 km, on va faire des séances qui correspondent aux fameuses sorties longues de la préparation marathon. Donc on va peut-être faire, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 3 heures.
Je suis assez contre d'aller que ce soit pour le marathon, mais encore plus pour 50 km de trail qu'on peut peut-être faire en 8, 9, 10 heures suivant les personnes. Je suis totalement contre et mes mentors dans le domaine de la méthodologie, c'est plutôt d'eux que j'ai cette conviction de faire à l'entraînement la durée de la compétition. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de dépasser les 5 heures de sortie en montagne pour préparer un trail même de 8-10 heures. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de se prendre un week-end, voire un long week-end de 3 jours, et se mettre 3 fois 2 heures à la suite, vendredi, samedi, dimanche. Ce sera sans doute plus pertinent, moins dommageable en risque de blessure, et pas moins efficace par rapport à la gestion et la préparation de la très longue distance. Donc pour revenir sur ces sorties longues en montagne, moi ce que je préconise plutôt, c'est de se dire, voilà, on va partir pour 3 heures, et à l'intérieur de ces 3 heures, on va faire peut-être, disons, au départ, on va partir pour 2 heures, la première sortie longue, si on en prévoit 4 en vue de notre 50 km en trail. La première sortie longue, on va faire 2 heures, et à l'intérieur de ces 2 heures, on va faire 3 fois 20 minutes à un rythme un peu plus important, à un rythme un peu plus proche de la course. Et ces 3 fois 20 minutes, on va les placer là où il y a la montagne, là où il y a le dénivelé, c'est-à-dire qu'on met 20 minutes à un endroit, et ça peut être sur du plat, ça peut être sur de la montée, ça peut être sur la descente, et on reste à ces pulsations de seuil anaérobie pendant ces 20 minutes, quel que soit le type de dénivelé auquel on est confronté. Et au fur et à mesure qu'on approche du jour J et de la compétition donnée, je pense qu'il faut essayer d'augmenter légèrement la durée totale. C'est une manière simple d'aborder les choses, la durée totale de la sortie, peut-être jusqu'à 4 heures, monter de 2 heures à 3 heures, à 3 heures et demie à 4 heures, et parallèlement augmenter la partie de cette sortie longue qui est consacrée à des intensités un peu plus élevées. Donc plutôt que de faire 2 fois 20 minutes, on peut passer après 3 fois 20 minutes, on peut passer à 3 fois 30 minutes, et après peut-être à 2 fois 1 heure dans une sortie de 4 heures, et in extenso, etc., etc. Mais aussi toujours garder en tête, dans ces sorties longues, qu'en dehors des choses qu'on cible vraiment à une allure un peu plus élevée, que l'idée c'est vraiment de travailler la durée. Donc, de faire de la marche, s'il faut faire de la marche en montée, de faire de la course légère et prudente, s'il faut faire de la course légère en descente. Mais le problème principal auquel va être confronté le coureur populaire lors de son 50 km, ça va pas être un problème de vitesse. Ça va être un problème d'énergie. C'est-à-dire garder de la force dans les muscles, dans le cœur, mais surtout de l'énergie, donc de l'essence dans le réservoir, finalement, sur la durée. Et ça se travaille, on le redit encore une fois, en travaillant longtemps et lentement. Wow. J'adhère, je suis amoureux. Une question quand même. On a parlé un petit peu de la différence entre un trailer, enfin, dans la différence de préparation entre un trailer et un routard. Est-ce que la différence physiologique est aussi toujours vraie, c'est-à-dire on entend souvent parler mais les trailers ils ont des grosses cuisses, là où les routards ils sont épais comme un fil de fer parce que ça va pas à la même vitesse, parce que monter et descendre ça travaille les cuisses. Est-ce que c'est toujours vrai ou plutôt est-ce que c'est toujours vrai, mais est-ce que tu valides? Alors sur le plan d'une certaine moyenne, il y a une part de vérité dans ce que tu dis, dans le sens où il est clair que en moyenne, je ne sais pas si vos auditeurs sont familiers d'une notion auquel je crois beaucoup, mais qui est encore très très peu répandue, qui sépare finalement 2 grandes familles de coureurs entre terriens et aériens. D'ailleurs, je vous incite à faire une émission une fois avec Cyril Gindre, qui est un peu le pape finalement de cette recherche-là autour des terriens et des aériens, donc des préférences motrices propres à chaque coureur qui sont innées finalement. Et il est clair qu'un aérien qui fonctionnera beaucoup plus sous une forme pliométrique avec un temps de contact au sol très court et en sautant beaucoup sera a priori plus à l'aise et dépensera moins d'énergie a priori sur la piste ou sur la route. Alors que le trailer qui travaillera, alors que le terrien qui travaillera plus en s'enracinant au sol, avec plus de flexion finalement et moins de rebond, eh bien lui, a priori, sera
plus à l'aise particulièrement en descente, on peut bien l'imaginer, sur du trail. Donc effectivement, il y a une part de vérité là-dedans, mais rien n'est rédhibitoire et rien n'est définitif. Quant aux cuisses, ça, je pense qu'on a un peu tous les profils. Effectivement, on a souvent des jambes un peu plus costauds avec un centre de gravité qui apparaît comme étant plus à l'aise pour la montagne. Mais en même temps, dans les grands trailers, on voit aussi des longues tiges qui sont aussi extrêmement performants. Donc il faut faire attention, je pense, à ce niveau-là, aux raccourcis. Globalement, ce qu'on voit sur le plan physiologique, très globalement là encore, c'est que on a parlé en début de reportage de la cylindrée du moteur que constitue la VO2 max, la consommation maximale d'oxygène de chaque coureur. Et cette consommation maximale d'oxygène, elle correspond à une vitesse qui s'appelle la vitesse maximale aérobie. Donc on peut avoir une VO2 max de 70 ou 70 pour les Suisses millilitres, qui correspond à une vitesse de 20 km/h en VMA. Le rapport entre cette consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire cette notion métabolique d'une performance ou d'une qualité physiologique, et la VMA, donc la vitesse qui lui correspond, est pas inintéressant. Parce que suivant le rapport qu'il y a entre les deux, on dit que le rapport idéal le plus équilibré, c'est un rapport de 3,5. Donc, typiquement, si on a un VMA en 20 km/h fois 3,5, 70, on devrait avoir une VO2 de 70 millilitres. Eh bien, ce rapport peuvent nous dire, en tout cas, quelles sont les qualités d'un coureur par rapport à un autre. C'est-à-dire, pour revenir sur la réflexion qu'on avait, effectivement, un très bon coureur de montagne ou de trail aura tendance à avoir une consommation maximale d'oxygène très bonne et une VMA qui se traduit souvent sous forme de qualité mécanique, de vitesse, de foulée, etc., assez faible. Alors qu'un coureur de plat, à l'aise sur le plat, même sur les longues distances comme le marathon, aura plutôt tendance à avoir une VMA haute parce qu'il arrivera à mieux exprimer ses qualités élastiques. Et on voit effectivement des gens qui sont très bons sur la route et sur le plat qui n'arrivent pas à s'exprimer aussi bien en montagne et vice-versa. Donc il y a quand même une réalité par rapport à cette réflexion-là, même si rien n'est définitif et que le corps, même si finalement il progresse plus dans ses points forts, il a aussi beaucoup de réactivité et de réponse par rapport au travail de ses points faibles. Bon, moi j'embarque. Je suis dans la catégorie des petits, plutôt course sur pattes, et j'habite au Luxembourg et je m'éclate à monter, descendre, monter aussi, et je me sens beaucoup plus à l'aise sur des parcours de relance comme ça que sur du plat. Mais j'entends bien que on peut le travailler et on peut aussi peut-être devenir tout aussi performant surtout si ça nous plaît, parce que finalement toi tu nous dis je me sens plus à l'aise, j'embarque, j'ai du plaisir. Donc le plaisir est au cœur de tout. On peut avoir quand même du plaisir, ou on peut aimer un type d'effort ou un type d'environnement, la montagne, la nature, etc., qui correspond pas forcément à nos préférences motrices et à nos qualités intrinsèques. Donc à partir du moment où il y a du plaisir et de l'envie, je pense qu'on peut embarquer encore plus. Si non seulement ça correspond pas, comme c'est souvent le cas, à nos préférences motrices, mais qu'en plus, justement, vu qu'on est moins à l'aise, on a moins envie, c'est plus compliqué. Parce que l'envie et la motivation, on le sait très bien, c'est finalement le moteur de tout. Le moteur essentiel, ça c'est sûr. On en parlait encore, Hermano, ensemble, lors d'un épisode. On est, pour la plupart des auditeurs, et nous deux, des sportifs amateurs. Donc le seul moteur qu'on a, c'est pas parce qu'on va gagner notre vie sur un marathon. Donc du coup, il faut qu'il y ait une motivation par le plaisir. Ouais. Et donc du coup, je peux être une morphologie absolument idéale pour courir un marathon en 2h25, mais si moi le truc que j'aime c'est la montagne, c'est les grands paysages, c'est les grands airs et que je supporte pas d'être en ville, ça sert à rien de m'obstiner à courir sur route parce que j'aurais beaucoup plus de plaisir à faire du trail. Donc voilà, je pense que ça rejoint exactement ce que nous disait Pierre à l'instant.
Moi, j'ai une question qui va un petit peu plus loin de simplement l'entraînement en trail. C'est pour notre coureur type encore, et Pierre nous reçoit aujourd'hui pour enregistrer ce podcast dans son magasin, et ça me permet de rebondir sur la question suivante. Est-ce qu'il y a des recommandations au niveau du matériel qui sont indispensables, ou en tout cas fortement recommandées pour un néophyte qui veut se mettre au trail? Est-ce que pour le trail, il faut absolument des bâtons? Est-ce qu'il faut absolument des chaussures spécifiques? Est-ce qu'il faut revoir sa foulée par rapport aux chaussures qu'on va choisir? Ou est-ce qu'il y a peut-être un emballement marketing qui fait que le trail est vendeur de plein d'accessoires, puis qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour partir sur un trail? Alors, je pense qu'effectivement, l'emballement marketing, il existe et il y a beaucoup de choses inutiles. On a tous vu des trailers qui s'entraînent pour Chamonix ou pour autre chose, en pleine nuit, au milieu de la ville, par 30 degrés de chaleur, mais bardés de sacs, de bâtons, de bandeaux, de couvertures de survie dans le sac, etc., avec 12 000 gourdes, etc., pour s'habituer à porter du poids lourd ou je ne sais. Et c'est vrai que c'est un petit peu ridicule. Et c'est pas nécessaire. C'est clair que le succès de la course à pied et le succès du trail ont généré tout un marché énorme. Et aujourd'hui, on nous fait croire que on pourra pas être performant, on pourra pas être au niveau le plus abouti de sa performance si on n'a pas tout un type de matériel qui passe par les bas de compression, les bâtons, etc. C'est faux. C'est faux. Chacun doit trouver ce qui lui correspond et ce dont il a besoin, tout en essayant d'être le plus léger possible quand même, finalement. Parce que c'est ça qui est important au bout du compte, finalement. Si on a beaucoup de poids sur soi, et ben finalement, c'est comme si on porte un sac avec des cailloux aussi à l'intérieur. Donc tout ce qu'on peut alléger, c'est quand même bien. Après, je pense que quand on aborde le trail, et là on parle aux néophytes, mais c'est absolument essentiel, je pense pas qu'on puisse le faire sans acquérir une paire de chaussures spécifiques pour le trail. Qu'est-ce qui fait la différence entre une paire de chaussures pour le trail, qui sera valable pour les chemins et pour la montagne, et une paire de chaussures dites pour la route, qui sera elle valable pour les chemins et pour la route? Bah déjà, c'est le grip dessous, la chaussure. Là, il est clair que suivant les conditions météo, et même quand c'est sec, parce que souvent quand c'est sec, ça glisse encore plus, eh bien, ce sera vraiment une sécurité et un gain d'énergie d'avoir des chaussures spécifiques avec un grip spécifique pour le dénivelé, les chemins, les pierres, etc. Donc ça, c'est très très important. En plus, une chaussure de trail va être plus résistante au niveau de son tissu. Le pied bouge beaucoup plus dans la chaussure est soumise à des contraintes beaucoup plus importantes, donc elle va s'user, potentiellement se déchirer plus vite au niveau de son tissu mèche, si c'est pas une chaussure spécifique, et donc l'amortissement du prix de la chaussure sera moins intéressant, et en plus, si la chaussure nous lâche au niveau de son tissu mèche pendant la course, c'est vraiment très important. Ouais, effectivement. Après, si tu sais pas courir pieds nus, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Ouais. Puis courir pieds nus sur un trail, c'est plus compliqué encore que sur la route, ce qui est déjà pas évident. Et en plus, le dernier... Alors, il y a plein de petites astuces et plein de petits détails, mais souvent, là aussi, les chaussures de trail sont conçues de manière à avoir des je sais pas si on appelle ça des pare-pierres, mais en tout cas, une structure au niveau des orteils, en particulier du gros orteil, qui est un petit peu plus renforcée, de manière à ce que si on heurte une pierre de point fouet, on soit un petit peu protégé au niveau de l'intérieur de la chaussure et de son pied. Effectivement, c'est des choses qui arrivent plus souvent en trail que sur le marathon de Berlin. Donc, voilà. Ouais. Bon, après, sur les marathons des JO, parfois, il y en a qui prennent un tram. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Les chaussures n'auraient rien changé. Exactement. Est-ce que tu as encore des questions par rapport à cet entraînement de trail, Hermano ? Une dernière question, et là ça trait encore à la catégorie des coureurs, notamment ceux que tu entraînes, Pierre. Tu nous as dit et tu nous as expliqué que l'entraînement des jeunes et des adultes se passait pas de la même manière. Est-ce que toi, dans ce que tu observes, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se mettre au trail, et si oui, est-ce que c'est plus une mode selon toi ou un état d'esprit, et si un très jeune, je sais pas, une dizaine, douzaine, quinzaine d'années vient te voir et te dit je veux devenir le nouveau Kylian Jornet, je veux devenir champion du monde, je veux tout péter et entraîne-moi maintenant, qu'est-ce que tu lui répondrais ? C'est une bonne question, parce que moi je pense que la base de tout, c'est la vitesse.
que l'on fasse du 100 km, de l'ultra-trail, du marathon ou du 10 km, la base de tout, c'est la vitesse. Et la vitesse, on sait que le corps est beaucoup plus perméable à la vitesse quand on est jeune. Donc, ce qu'on peut acquérir en vitesse pour la vie, quand on est jeune, c'est quelque chose qui est gagné d'une part, et si on ne le fait pas, qui est perdu par la suite. Donc si on s'amuse la vitesse va aussi avec la technique, donc si on envoie un jeune, on prépare un très jeune, et quand je dis jeune, c'est jusqu'à 20 ans, 20-21 ans, on prépare un très jeune pour du trail de manière spécifique, en lui faisant beaucoup de dénivelé qui casse un peu la foulée, qu'on le veuille ou non, qui raccourcit l'amplitude de cette foulée, en lui faisant faire des très très longues distances, qui va l'épuiser, même s'il court à des allures lentes, qui va l'épuiser au niveau mental, etc. L'endurance pour un très jeune est la base, mais si on casse son corps à travers le trail, qui est quand même une discipline très très violente, quelle que soit la distance, de par les dénivelés dont on a parlé tout à l'heure, eh bien je crois qu'on fait vraiment une grave erreur. Donc moi j'aurais tendance à dire à un jeune, au moins jusqu'à 17-18 ans, que même s'il veut participer de temps en temps à une course de montagne, sans même parler de trail, c'est très bien, mais qu'il ne faut pas le préparer dans cette optique. Il faut le préparer à pouvoir se préparer dans les meilleures conditions plus tard, à partir de 18, 19, 20 ans. Je pense que le trail doit rester quand même quelque chose pour les vieux, entre guillemets. Donc si je résume très vite, et après je te laisse la main, Greg, enfin le micro, oui. Tu comparerais un peu le trail au triathlon, enfin le trail et la course à pied à l'Ironman et au triathlon découverte. On laisse les courtes distances pour la vitesse, la technique plutôt aux plus jeunes et aux adultes qui veulent s'amuser, et le trail comme l'Ironman, c'est plutôt une histoire de personnes sages qui ont déjà les bases et qui veulent vraiment prendre du plaisir sur des choses pour lesquelles leur corps serait plutôt adapté. C'est clair, et c'est encore plus valable pour le trail, parce que comme je le disais, autant entre l'Ironman et le triathlon découverte, finalement on reste un petit peu sur le même type de parcours, autant entre la route ou la piste et le trail, on change complètement de type de parcours, et on est sur des types de parcours qui entament les qualités élastiques de la foulée. C'est évident, même chez les adultes qui passent de la route au trail, qui tout d'un coup sont un peu feignants sur route alors qu'ils auraient encore de la marge de progression sur marathon, mais pour qui il faut beaucoup d'efforts, de réflexion, de remise en question sur l'entraînement, qui se disent par facilité souvent, du coup voilà, j'ai fait le tour du marathon, je vais passer au trail. Je trouve que c'est dommage, parce que plus jamais ils reviendront, sauf s'ils font des incursions très très ponctuelles dans le trail, plus jamais ils reviendront à des performances de qualité sur le marathon. Voilà, je crois que la boucle est bouclée. Et on va réserver le trail aux gens d'expérience. C'est une bonne idée. Voilà. Donc merci Pierre d'avoir accepté de participer à ce podcast. On va te libérer, on sait que tu as encore un programme super chargé, que tu es très demandé par les médias. Juste pour nos auditeurs qui habitent la région de Genève ou de Lausanne, on a parlé de chaussures de trail dans cet épisode. Tu es également actif avec 2 magasins dans la région lémanique, un ici à Genève à Carouge où tu nous accueilles, et puis un à Épalinges donc sur les Hauts de Lausanne, où on aura le meilleur conseil en Suisse romande pour choisir ses nouvelles chaussures de trail ou de chaussures de route, etc. Enfin voilà, pour être un client personnellement, je fais pas de la pub comme ça pour encenser notre invité, mais on a vraiment droit à une analyse quasi médicale quand on vient pour choisir sa chaussure, et on est sûr de repartir avec une chaussure qui nous convient pour l'activité qu'on souhaite faire. Donc ça, c'est vraiment une plus-value incroyable. Et pas plus cher qu'ailleurs. Et pas plus cher qu'ailleurs. Et puis, pour les gens qui habitent un petit peu plus loin, eh bien, on te retrouve avec des conseils sur la course à pied dans le Running Mag. Ouais, qui va se terminer après 80 numéros, qui va se terminer à la fin de l'année 2019, 5 ans d'existence. Mais par contre, j'en profite, si vous me le permettez, pour lancer un petit appel. L'année prochaine, je vais être à la base en tant que coach et réalisateur du projet, co-réalisateur du projet, d'un projet de télé-réalité. C'est un petit peu péjoratif, c'est pas vraiment ça, d'un documentaire de forme de télé-réalité dont l'enjeu va consister à faire le casting de 5 coureurs qui ne sont
en fait pas du tout des coureurs, qui sont très très loin de la course à pied, et d'essayer de les amener à terminer le marathon de New York après 6 mois d'entraînement, pour montrer à quel point tout le monde peut faire un marathon. Mais l'idée, c'est de caster des personnes qui sont motivées, mais qui sont peut-être très très loin pour des questions de poids, pour des questions de vie, pour plein de questions qui sont très très loin au départ de pouvoir ne serait-ce que mettre un pied devant l'autre en courant. Donc, s'il y a des personnes qui connaissent dans leur entourage, même des coureurs, qui connaissent dans leur entourage des personnes sédentaires qui pourraient correspondre à ce profil, qui auraient envie de les lancer sur ce genre de programme, je fais un appel à vous tous, auditeurs du podcast. Alors, l'appel est lancé, et donc si y a des personnes dans les auditeurs du podcast qui se retrouvent dans cette description, qui ont envie de tenter cette expérience, ou qui veulent dénoncer un de leurs amis ou une de leurs connaissances, eh bien, ils nous contactent à travers les canaux de communication du podcast, et nous, on relaiera immédiatement auprès de Pierre Morat pour cette expérience qui aura lieu, donc si j'ai bien compris, pendant la saison 2020. À partir du mois de mai 2020, avec comme point d'orgue les marathons de New York, en novembre 2020. Parfait. Donc l'appel est lancé. Une dernière question sur ce projet-là. Est-ce que c'est réservé à des Suisses ou vous castez un peu partout en Europe ? Alors, c'est a priori, vu que c'est un programme de la télévision suisse romande, c'est a priori réservé à des Suisses. Ok. Très bien. Donc, message passé. Message passé. Ou qui ont un lien avec la Suisse. Ok, message passé. Et puis d'ailleurs, dans le prolongement du message, si des gens nous contactent pour poser des questions ou pour faire savoir à Pierre qu'ils sont candidats, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous allez sur podcast.nakan.ch, vous avez un gros bouton pour poser vos questions et nous on relaye et éventuellement on fait passer après les questions si Pierre veut répondre, ou même s'il a 10 minutes de plus à nous consacrer et qu'il estime que c'est nécessaire de répondre sous forme de podcast, on réenregistre une capsule pour les auditeurs. Je crois que tout est dit. Alors, merci Pierre pour cet épisode qui a été très enrichissant, en tout cas pour moi qui suis néophyte dans le trail. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi pour répondre à ces questions des auditeurs. Et merci Hermano. Et puis, on rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous laisser une évaluation ou un commentaire sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, on les retrouve dans 2 semaines pour un dernier épisode de cette saison 1 du podcast de nakan.ch. Merci à vous. Ciao.